Soro Daouda, coordinateur de l'AEBRB, qui est l'Association des éleveurs de bovins de la région de Bonkani, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes une jeune organisation avec plus de 200 membres et qui évoluons en gros dans le domaine du pastoralisme. Et nous sommes depuis 2018 partenaires de l'ONG française Acting for Life et également membres de la fêtière OpenCI depuis 2 ans. Et avant d'aborder vraiment la thématique, il serait intéressant quand même que je vous donne un peu le contexte actuel de la région de Bonkani. Il faut dire que la région de Bonkani, c'est quand même une zone d'élevage et en même temps une grande zone d'accueil des éleveurs transhumants, majoritairement en provenance du Burkina Faso. Et comme vous l'avez dit tantôt, c'est également une région qui s'ouvre à deux frontières, notamment à l'ouest du Burkina Faso et à l'ouest du Ghana. Et également qu'il y a deux marchés importants, des marchés à bétail, notamment à Bouna et à Doropo. Et ces derniers temps, il faut dire que cette région se caractérise un peu plus par la recrudescence des tensions entre agriculteurs et éleveurs, qui sont souvent très violents, ou qui sont souvent des attaques sur des hommes même, avec des bergers, et même sur des animaux. Et l'afflux, en fait, massif des demandeurs d'asile, éleveurs surtout, voilà, qui est venu un peu exacerber un peu les tensions, surtout dans la gestion en fait des ressources naturelles. Et on évalue un peu à pratiquement 183 000 têtes de bovins qui sont entrées entre 2023 et 2024 selon les sources du MIRA. Et il est également important de préciser que la région également dispose d'un camp de réfugiés avec plus de 6 500 âmes. Donc voilà un peu le contexte actuel qu'on a dans la région. C'est la pression vraiment sur les ressources avec la présence des animaux, surtout des réfugiés. Et ça s'explique un peu parce qu'à un moment donné, il y a le CNS qui avait pris une décision qui avait interdit à un moment donné que les réfugiés pouvaient rentrer, mais ils devaient rentrer sans les animaux pratiquement. Voilà, c'est que vraiment, ça n'a pas été vraiment respecté parce que, vous savez, nous, les éleveurs, on s'adapte. Donc, il y avait eu toujours des moyens pour contourner en fait cette mesure-là. Et pour ce qui concerne un peu la culture fourragère, est-ce qu'elle pourrait remplacer le parcours naturel? Il faut dire que dans la région de Boukani, le système d'élevage, c'est vraiment l'élevage extensif. C'est l'élevage où on utilise naturellement les parcours et souvent même on arrive à parcourir une très longue distance à la recherche du fourrage de l'eau. Il faut dire que également il y a le temps de la Sodepra, l'ex-Sodepra, qui s'était investi dans le domaine de l'élevage et qui avait aménagé pas mal de points d'eau, je crois en 41 seulement dans la région de Boukani, mais également des espaces, des aires de pâture qui étaient en ce temps pas forcément sécurisés, mais avec des accords, avec les différents les acteurs sur le terrain, on avait pu quand même sécuriser quand même des espaces. Et il se trouve qu'aujourd'hui, que ce soit ces espaces, c'est que ces aires de pâture, les couloirs, le passage des animaux, tout ça aujourd'hui est recolonisé par les agriculteurs. Et aujourd'hui, on ne parle même plus d'existence des couloirs de transhumance formellement sécurisés, ni des aires de pâture en fait qui existent, quoi. Et ça, c'est vraiment la particularité de la région. Ça n'existe pas plus. Il n'y a vraiment plus de traces, de tous ces aménagements qui avaient été réalisés au temps de l'ex-Sodepra. Et donc, du coup, ça rend un peu difficile, en fait, cette mobilité-là au niveau des acteurs des éleveurs. Et pour ce qui concerne un peu la situation fourragère, et quand on se rabat un peu sur les résultats des chercheurs, on nous fait savoir que, par exemple, pour nourrir 3 vaches, en tout cas sur une année, il vous faut une production fourragère pratiquement sur 1 hectare. Et du coup, si c'est 1 hectare de fourrage Enfin, pour nourrir pendant 1 an 3 vaches, vous comprenez avec moi que ce n'est vraiment pas quelque chose qui est aisé, qui est vraiment à la portée de tous les éleveurs. Si on s'en tient à 1 hectare de production de fourrage pour 3 vaches pendant une année, vous comprenez avec moi qu'il sera très difficile en fait de sauvegarder tout le cheptel qu'on a en fait sur le territoire. Et donc cette production sera quand même
dédié à un certain nombre d'éleveurs, en tout cas très limité. Peut-être ceux qui seront un peu plus aisés, mais attends exactement qui va profiter en fait de ce forage-là. Est-ce que c'est une partie des éleveurs, c'est tous les éleveurs, ou encore c'est des agro-éleveurs? Voilà, du coup, avec toutes ces questions, le nombre sera limité à un certain nombre de bétail, mais également à un certain nombre d'éleveurs qui seront un peu plus aisés. Donc, ce que nous pouvons retenir en fait de cette culture fourragère, elle ne va pas véritablement résoudre le problème de la mobilité, mais elle peut être utilisée comme un complément alimentaire. Un complément alimentaire comme l'aliment bétail, en fait, et qui vient après le parcours naturel, qui vient accompagner, compléter un peu l'alimentation du bétail. Voilà, mais sinon, vraiment, euh, cette pollution fourragère, hein, ne peut en aucun cas remplacer vraiment le parcours naturel. Et nous-mêmes, en tant qu'éleveurs, il y a une petite remarque que peut-être qu'on n'arrive pas véritablement à expliquer ça scientifiquement, comme nous sommes avec des experts. Les animaux qui se déplacent sur le parcours naturel, qui font de longues distances, évoluent, ces troupeaux-là évoluent mieux que les troupeaux qui sont sédentarisés, qui sont dans un seul périmètre en train de tourner à la recherche du forage. Et donc, en vue de cette expérience, l'éleveur, à un moment donné, il se sent quand même obligé, en tout cas, si vraiment il veut que le cheptel évolue bien, il permet quand même aux animaux d'aller un peu loin, faire un peu le parcours naturel et puis revenir. Même les sédentaires le font, hein, dans la région de Boncali. Et concernant la démographie, est-ce qu'elle peut vraiment empêcher, sinon rendre impossible la mobilité? Je veux pas d'abord sur un contexte de la région de Boncani, qui d'abord a une superficie de plus de 22 000 km², mais on a également le parc national de la Comoé, qui est un patrimoine mondial de l'UNESCO, qui à lui seul fait plus de la moitié de la superficie de la région de Boncani. Donc déjà, à la base même, voilà un peu la pression foncière en fait qu'on trouve derrière en fait cette mobilité. Et du coup, l'autre chose que nous voyons, est-ce que la croissance démographique, ça n'impacte pas seulement l'élevage? C'est pratiquement tous les secteurs d'activité, même l'agriculture. Quand on parle de la région de Bonkani, nous avons des propriétaires terriens qui sont des Koulangos et eux qui installent les lobbies, qui sont des agriculteurs, et également les éleveurs. Et surtout que quand un lobby est installé en tant qu'agriculteur, évidemment, la portion qui lui est dédiée est délimitée. On le montre à travers peut-être des marques végétatives ou bien des peintures. Bon, voilà les limites que tu ne dois pas dépasser. Et ce chef de ménage, quand il fait au fur et à mesure qu'il a des enfants qui grandissent, qui eux également se marient, où est-ce qu'il trouve les terres? C'est justement ces mêmes terres-là qui seront morcelées et bon, qui seront mises à sa disposition aussi pour qu'il puisse s'occuper de sa famille. Donc, également, l'agriculteur, ça impacte l'agriculteur, mais en même temps, également, ça réduit un peu l'espace pastoral, donc à travers vraiment le fonds agricole. Et chez nous, ça s'explique un peu également par le comportement des populations. Vous voyez que dans la région de Bunkani, on a une culture qui est beaucoup développée, c'est la culture de l'anacarde. Et également, ils font du vivrier. Mais la remarque qui est faite, c'est que les champs de vivrier ont tendance à muter, à se substituer en champ d'anacarde. Quand il nous produit aujourd'hui du maïs ou bien du mil, du sorgho, l'année prochaine, il a déjà commencé à semer les noix de cajou. Donc, la deuxième année, c'est fini, il ne peut plus exploiter, ça devient un champ et il est obligé de se déplacer, aller encore sur une nouvelle parcelle. Et du coup, les parcelles qui étaient, en tout cas, en fonction de la mise à disposition, aujourd'hui, ces parcelles sont un peu limitées. Et nous assistons aujourd'hui à des populations, à des agriculteurs qui vont même aller couper des pieds de cajou pour pouvoir semer de céréales pour vraiment nourrir sa famille. Et c'est ce qu'on a commencé à constater, notamment dans la sous-préfecture de Boukou, où on avait un agriculteur qui allait lui-même déjà couper des pieds de l'anacarde parce qu'il n'a plus de terre vraiment où cultiver. Et là, c'est maintenant qu'il va pour faire son céréale pour pouvoir nourrir sa famille. Et l'autre chose, c'est que, évidemment, cette anacarde, aujourd'hui, il y a l'aspect pécunier parce qu'ils le font, c'est quand même une culture de rente. Mais il y a l'autre chose aussi, initialement, qui avait été faite au niveau des agriculteurs. Vous voyez, avec on a la loi de 2019 sur le foncier, qui demandait, bon, qui disait comme ça que bon, la terre appartenait à celui qui la mettait en valeur.
Et quand les lobbies qui ont été installés par les projets terriens, par les Koulango, à travers les cadres qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, c'était une façon de reconquête de territoire. Et donc, il fallait aller marquer les terres. Et donc, quand c'est comme ça, ils vont eux-mêmes aller planter les noix de cajou en pleine brousse. Au fur et à mesure, ils évoluent. Et quand ils arrivent là, après 3, 4, 5 ans après, quand l'arbre, le pied grandit, c'est l'arbre en fait qu'il présente pour dire effectivement, ses ancêtres étaient ici. Et donc, la parcelle lui revenait. Et c'est ce qui est un peu à l'origine du conflit intercommunautaire qu'on a vécu en 2016. Ce n'était pas véritablement un conflit habituel, mais c'était un conflit, on peut dire, de reconquête ou bien de conquête en fait de territoire. Voilà, et c'est ce qui vraiment explique un peu la situation de 2016 où on a eu vraiment pas mal de dégâts. Et vu un peu tout ce système qui tourne autour, qu'est-ce que nous, en tant qu'OP, quel rôle véritablement on joue vraiment pour la reconfiguration en fait, de cette mobilité-là? Il faut dire que c'est vrai que l'OP existe depuis 2014, mais initialement, on travaillait, on faisait vraiment du bénévolat jusqu'à ce qu'en 2018, et qu'on rencontre le partenaire Active for Life. Et à travers Active for Life et des projets, quand même, nous avons pu mener pas mal d'actions en fait, dans le sens d'apaiser vraiment cette mobilité et surtout de sensibiliser les acteurs, tous les acteurs vraiment qui sont impliqués dans le domaine du pastoralisme.